Bonjour à tous, bienvenue pour cette présentation des résultats de l'étude sur le marché de l'open source en France et en Europe. Présentation exclusive et en avant-première sur Open Source Experience. Et on a le plaisir d'accueillir 3 représentants des commanditaires de cette étude. Stéphane Fermigier, coprésident du Conseil national du logiciel libre, Philippe Montargès, président du Hub Open Source de Systématique Paris Région, et Marc Palazon, président du comité Open Source de Numéum. À vous, messieurs. Merci, Florence. Alors, effectivement, comme l'a dit Florence, on a mandaté Marques en début d'année pour faire cette étude. Juste pour rappel, avant d'entrer dans le vif du sujet. C'est bon, dans le vif du sujet. La dernière étude de cet ordre-là remontait à 2019, au dernier Paris Open Source Summit avant Covid, avant toutes les crises qu'on connaît actuellement. Et il était intéressant, on l'avait insisté là-dessus, de pouvoir réactualiser un petit peu nos chiffres économétriques sur l'état du marché de l'open source en France et aussi de voir comment se situait ce marché-là par rapport à nos voisins européens et un petit peu les tendances de fond, à la fois en termes de croissance, d'emploi, de taux de pénétration dans les segments de marché les plus porteurs et les enjeux qu'il y a derrière. Donc, je vais laisser la parole à Marc pour annoncer les premiers chiffres sur la croissance du chiffre. Ah oui, on peut se présenter, oui. Donc, oui. Philippe Montargès, donc je suis ambassadeur open source du groupe SMAL, président du Hub Open Source de Systématique. Voilà. Moi, je voulais juste surtout dire un mot sur le CNLL, Conseil national du logiciel libre, qui représente la filière du logiciel libre en France, qui représente aussi indirectement, puisque je vais évoquer la partie Europe de cette étude, l'écosystème européen, puisque avec d'autres associations européennes, on a fondé une sorte de fédération qui s'appelle l'APEL, l'Association professionnelle européenne du logiciel libre, et qui regroupe les organisations professionnelles de déjà 5 ou 6 ou 7, je ne sais plus, pays européens. Et donc, il y aura comme ça, on pourra avoir un éclairage sur un certain nombre de pays de l'Union européenne, voire en dehors de l'Union européenne. Et donc, moi, je suis Marc Palazon, je suis le président du groupe Smile, un acteur de l'open source. Et par ailleurs, je suis administrateur de Numéum, pour ceux qui ne connaissent pas Numéum, ex-Syntec Numérique, c'est le syndicat professionnel des sociétés du numérique. Voilà. Et notamment, dans ces conseils d'administration, je préside un comité open source et j'essaye de faire réfléchir et évoluer le monde de l'IT en général sur la vision qu'il peut avoir de l'open source. Et c'est d'ailleurs pour ça que Numéum a participé à cette étude, au financement et puis au suivi de l'étude qu'on va vous dévoiler aujourd'hui. Voilà. Alors juste un détail pratique, l'étude sera téléchargeable à partir de cet après-midi ou de demain. Il y a un communiqué de presse à partir à l'instant où on vous parle pour informer les médias. Et puis, on va essayer d'être synthétique dans la retransmission. On ne va pas tout détailler parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations. On va vous donner les éléments synthétiques et puis derrière, on vous laissera la parole pour quelques questions s'il y a besoin. C'est moi que je crois qui commence. Hop. Alors allons-y, j'ai pas les roulements de tambour, mais on y va. En fait, l'étude, en gros, vous verrez qu'on pourrait la télécharger en général. Il y a 3 axes sur lesquels l'étude met le focus. La première, c'est la France et le marché de l'open source en France. Donc je vais essayer de vous détailler ça et son évolution aussi prévisionnelle pour 2022 à 2027. Le deuxième, il y a un focus très intéressant sur les sous-jacents de l'IT, à quel endroit l'open source apporte de l'innovation et de la croissance. Donc ça sera Philippe qui va présenter ça. Et puis le troisième, c'est de se comparer par rapport à l'écosystème européen de l'open source. Et donc il y a des comparatifs et puis des verbatims sur les différents pays européens dans lesquels l'open source est également en forme, bien entendu. Et donc là, c'est Stéphane qui vous présentera ça. Effectivement, la dernière étude, elle date d'il y a 3 ans. Et on avait des éléments assez comparables, même s'il y a un peu plus de détails quand même sur la partie domaine de dynamique, qui a été un petit peu moins détaillée dans les études précédentes. Mais donc ça nous permet aussi d'avoir un peu un suivi dans le temps, et c'est ça aussi l'intérêt de cette étude. Bon, je vais passer cette partie-là. Voilà, que représente le marché de l'open source en France ? Bon, déjà, on va parler de volume absolu. Donc, le marché en 2022 de l'open source est de l'ordre de 6 milliards d'euros d'activité. Dans l'étude, il y a on peut dire qu'est-ce que c'est que l'activité, chiffre d'affaires,
masse salariale des gens qui travaillent, etc. Donc il y a une définition de ce que représente l'activité. Et ce qui est important, c'est de voir le trend de cette activité, comme vous le voyez, avec 0,2 milliards, donc 200 millions en 2004, pour passer à près de 6 milliards en 2022. Donc c'est une croissance extrêmement importante. Vous voyez l'effet Covid en 2020, et puis un net rebond, puisqu'aujourd'hui on est assez au-dessus de ce qui a pu exister, ne serait-ce qu'en 2019. Je vais faire une petite remarque. Donc, comment est-ce qu'on a les chiffres depuis 2004 jusqu'à 2022 et même 2027 si on prolonge? C'est qu'il y a tout un historique qui a été fait par différentes organisations d'études de marché. Donc, PAC d'abord, Pierre Audin Conseil, ou consultant, je ne me souviens plus du nom exact, et puis Marquez pour cette étude précise. Le périmètre et la méthodologie sont similaires selon ces différentes études. Et donc, en reprenant l'historique de ce qui a été publié par ces deux organisations depuis 20 ans maintenant, bon, presque 20 ans, eh bien, on a cette continuité qui nous permet d'avoir cet éclairage qui est quand même assez intéressant. Alors ensuite, dans le monde de l'IT, il y a finalement plutôt deux aspects. Il y a l'aspect édition de logiciels et puis vous avez l'aspect service. Et là, vous avez dans ce graphe donc la répartition, enfin déjà, les 5,9 milliards représentent à peu près 11% de l'activité de l'IT en France. Donc ça, c'est le diagramme que vous avez sur la droite. Et donc, il est réparti entre deux mondes, 19 milliards pour la partie édition de logiciels. Et on va dire que l'open source ne représente que 2,5% de part de marché dans l'édition de logiciels. Et puis vous avez la partie service avec 34 milliards qui là représente 16% de la part de marché globale du service en France. Et donc à la fin, vous avez donc une répartition globale qui représente 11% de l'activité. Donc vous voyez qu'on a un différentiel quand même qui est assez important entre le monde du service et le monde de l'édition logicielle. La présence de l'open source est assez différenciée. Là, la prospective, donc là, c'est les chiffres de 2022. Cette étude a permis d'essayer de projeter l'évolution des parts de marché et des tendances de l'open source en France sur les prochaines années. Donc, l'étude projette les chiffres à 2027. Et donc, la prévision de cette étude dit que l'open source représentera 8,7 milliards d'activités en France, qui sera répartie avec donc les 60. Donc, ça représenterait 8,2 milliards, non 8,7 milliards, pardon, excusez-moi, et avec une croissance qui va être différenciée entre la partie service et la partie édition de logiciel, 6,3 et 7,8, comme vous pouvez le voir sur le graphique. Donc c'est une croissance qui est soutenue, bien plus soutenue que ce que les prévisions d'IT en général peuvent représenter. Et donc, ça vous projette sur les parts de marché. Donc, c'est le graphe d'après. Alors, je ne sais pas si ça va être très visible par tout le monde parce que c'est un peu petit. Ce graphe-là présente donc l'évolution, déjà, c'est intéressant, entre 2019 et 2022, avec une croissance soutenue et une évolution, comme on a pu le voir dans le premier graphique que je vous ai présenté. Et puis, la projection en 2027. Donc, vous voyez que sur la partie logicielle, la croissance de l'open source était de l'ordre de 7% entre 2021 et 2022. Et donc, sur les prochaines années, la prévision est de un peu plus de 6% de croissance sur la partie logicielle pour l'open source. Vous avez la partie service. Donc, vous vous souvenez, la partie service qui est plus massive en termes de présence pour l'open source. Donc, l'évolution entre 2021 et 2022 a été de 8,8% en termes de croissance, à comparer avec tout le service numérique qui était à 6,5%. Et la projection pour les prochaines années, jusqu'à 2027, c'est une croissance moyenne de l'ordre de 8% sur l'open source dans les services. Ce qui fait qu'au global, vous avez une croissance de 7,8%, donc proche de 8%, alors que les prévisions au global pour l'IT en général sont plutôt de l'ordre de 6%. Donc on voit que l'open source est en croissance. Enfin, déjà, le monde, de manière générale, l'IT est un domaine dans lequel il y a de la croissance. Et on voit que l'open source continue à grignoter des parts de marché, que ce soit sur la partie édition logicielle et encore plus marqué sur la partie service, de par justement des dynamiques qu'on va pouvoir vous présenter et des dynamiques qui sont assez particulières sur certains vecteurs. Là, c'est la projection. Bon, je ne sais pas si tu veux, je peux faire juste une intro là-dessus. Ouais. On a essayé, au-delà des services, de représenter où est la part de marché de l'open source dans différents verticaux. Donc, vous en avez un qui est la partie logiciel applicatif on-premise. Donc, on-premise, vous avez un logiciel, vous l'installez sur des serveurs et puis vous intégrez ces logiciels et ils sont hébergés.
Aujourd'hui, en 2022, c'est 28% de l'activité, ce segment-là. Vous avez la partie logicielle d'infrastructure on-premise. Donc, voilà, l'open source vient quand même du monde de l'infrastructure historiquement, Monsieur Linus, etc. Donc, c'est une part qui est très importante, 43% de l'activité actuelle. Et puis, vous avez quelque chose qui se développe, comme vous le savez, depuis déjà pas mal d'années, c'est la partie SaaS, qui aujourd'hui représente 29% de l'activité open source. Et là, on a les projections à 2027 et on voit que l'écosystème varie assez fortement avec une très grosse croissance de la partie SaaS qui passe donc de 29% à 46%. Et bien forcément, les autres laissent la place pour cela. La partie on-premise réduit très fortement de 28% à 18%. Et puis la partie infrastructure est un petit peu grignotée également. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'on a des dynamiques en sous-jacent de l'open source qui sont assez fortes en termes de typologie de logiciels qu'on peut manipuler, que ce soit dans le service ou que ce soit dans la partie édition, avec une partie SaaS qui devient la plus importante en 2027, alors qu'aujourd'hui, c'est la partie infra qui est prépondérante. Vous avez également là un petit peu plus de détails. Oui. Donc c'est un zoom en fait sur. Bon, je vais le passer. Celui-là, vous pourrez le regarder en détail. Oui, mais c'est regarder en détail. C'est en fait le détail de ce qu'on vient de se dire, décomposé un peu plus finement entre tout ce qui est EAS, PaaS, infogérance, par type d'activité. Donc on voit quand même que les services cloud prennent une part croissante. On voit que le cloud en fait, qui est la matrice de l'IT actuellement, percute un petit peu les modèles et que effectivement. C'est à la fois une opportunité pour l'open source de s'imposer plus fortement dans le SaaS avec les problématiques qui sont ceux des éditeurs qui doivent s'adapter par rapport à ce modèle économique. Donc c'est un enjeu fort, ce passage, ce basculement dans le SaaS. Et c'est un enjeu aussi fort pour les métiers d'infogéreur et d'hébergement, puisque effectivement, pareil, on voit qu'on est percuté par cette vague cloud qui bouge, qui fait bouger les frontières des différentes activités. Donc c'est une opportunité pour le développement de l'open source, mais ça nécessite un changement dans les paradigmes de beaucoup de modèles économiques des entreprises qui sont dans le secteur. Ah, forcément, ça c'est un point important. Qui dit croissance, dit besoin de compétences et de talents. Donc ça, on en parle chaque année. Ça se confirme. Forcément, si vous avez une croissance de l'ordre de 7-8% annuel, il nous faut plus de talent. Et donc là, vous avez une évaluation de combien de personnes, ce qu'on appelle les ETP, équivalents temps plein, sont dévolues à l'open source sur le marché français à date. Donc on a 63 800 personnes qui sont dévolues à 100% sur l'open source en France. Et ces 63 800 devraient passer en 2027 à 90 200, ce qui fait plus de 26 000 personnes nouvelles qui vont venir renforcer les rangs des open sourciens. Et, voilà, qui doivent venir. C'était le sujet que j'évoquais ce matin, qu'on évoquait ce matin en plénière, c'est que pour tenir cette croissance, il faut ces personnes formées qui travaillent en France ou en Europe et qui soient opérationnelles rapidement. Et c'est un vrai sujet pour notre filière d'avoir ces personnes formées à temps pour pouvoir soutenir cette croissance. Là, vous avez, là aussi, on va peut-être pas détailler, mais en gros, c'est les besoins de compétences puisqu'on a besoin de talent. Et donc là, vous avez la répartition à date et future des besoins de compétences qu'on peut avoir sur les talents de l'open source. Alors, peut-être que Stéphane, tu peux dire un mot sur la méthodologie utilisée pour définir ce nombre par catégorie. Oui, donc c'est une méthodologie qui est à la fois rigoureuse, mais qui a aussi ses biais. C'était de chercher sur les sites d'annonces, les agrégateurs de sites d'annonces d'emploi, à la fois des expressions de recherche qui contiennent à la fois le mot open source et puis qui contiennent un certain nombre de mots-clés. Donc il ne faut pas prendre les chiffres au pied de la lettre, mais on voit quand même des tendances qui se dégagent. Les profils techniques, évidemment, dominent, mais il y a aussi des besoins en marketing, il y a des besoins de consultants, etc. Et après, les secteurs technologiques qui se dégagent aussi, c'est plutôt le graphe de droite, ça va être on va mettre ça en correspondance en fait, avec la croissance de ces différents marchés. Donc je vais peut-être te passer directement la parole. Oui, pareil, c'est les besoins clés qu'on retrouve, c'est effectivement c'est pas exhaustif, mais quand même il y a une grande partie des technos sur lesquels s'opèrent les demandes de compétences des entreprises qui travaillent dans l'open source. Et on voit ce classement avec des technologies à la fois émergentes, d'autres qui sont plus installées,
Il y a comme souvent, mais la caractéristique du secteur de l'open source, c'est qu'il y a une grande diversité de langages, d'outils, de composants, de savoir-faire. Et on voit bien cette grande diversité qui s'opère là, avec une rotation aussi et une évolution rapide des besoins, de typologie de besoins que peuvent avoir les entreprises. Et c'est un vrai sujet aussi pour les entreprises, pour faire cette croissance dont on parlait tout à l'heure. Il faut qu'elles soient capables de s'adapter rapidement en termes de formation et entre guillemets, de fabriquer ses compétences rapidement avec une rotation rapide. Donc c'est un sujet qui est fort et qui est le sujet que tous les entrepreneurs présents ici connaissent au jour le jour, quotidiennement. Voilà. Bon, ça, Donc on va... c'est la synthèse. Et alors, donc, voilà. moi je vais intervenir plutôt sur la partie, ça rejoint ce qu'on vient de se dire, il y a une cohérence par rapport à ça. Les moteurs de croissance pour les 5 ans qui viennent, effectivement, l'étude Marquez fait apparaître un petit peu les moteurs de croissance du secteur de l'open source pour les années à venir, qui sont, pour ceux qui sont un peu initiés sans surprise, mais qui sont quand même bien listés là. Il y a tout le domaine de la data et de l'IA qui est vraiment un secteur très très fort et dans lequel l'open source et les compétences en open source vont être fortes. D'ailleurs, quand on détaille un peu plus finement après, on voit que, par exemple, dans ces domaines-là, 40% ou 50% des compétences, des technologies qui opèrent dans l'IA ou la data demandent des compétences open source. C'est pareil pour tout ce qui est IoT, où là, on a une demande qui est forte et à venir. Pareil pour l'IA, c'est le PaaS. On a la cybersécurité. Alors, je crois que dans les tableaux intermédiaires, tu m'arrêtes Stéphane si je me dis, mais 60% des revenus qui étaient opérés dans la cybersécurité se faisaient autour de modèles open source. Donc c'est un petit message qu'on enverra à nos camarades de la cybersécurité chez Systématique pour dire qu'effectivement les solutions open source dans la cybersécurité, ça existe et ça va se développer fort. Télécom très fortement, puisque c'est un secteur qui est plutôt en émergence et où on voit que les opérateurs, les constructeurs, pour aller très très vite dans la guerre qui souffre actuellement, sont obligés de s'adapter vite et embarquent de plus en plus des solutions open source. Et puis on le voit complètement à gauche. Alors, le graphe là, il fait sur la colonne de gauche, c'est effectivement la croissance attendue, le taux de croissance attendu, et puis sur la droite, c'est la part de l'open source dans ce secteur-là. Donc on voit que le SaaS est encore pas fort, mais est en forte croissance, et c'est un gros devenir pour les éditeurs que cette partie SaaS. Donc là, sont détaillés ensuite, je ne vais pas faire tout le détail parce que là, on peut passer beaucoup de temps, mais on a détaillé les tailles relatives de chacun de ces segments de marché, et on voit la forte croissance dans l'IA et le Big Data qui s'opère de plus de 19% par an. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, la croissance de compétences open source dans ce secteur-là va augmenter fortement. Ça, il faut les comparer avec les 8 dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, en fait, le sous-segment IA, Big Data, dans l'open source, c'est 20% versus 8% en général. Et on le sent tous dans nos modèles, dans le positionnement de nos entreprises, dans les besoins de grands utilisateurs, dans les besoins des clients, qu'effectivement, ce domaine de la donnée, du traitement de la donnée, de l'IA est un domaine depuis un certain temps en pleine expansion, et qu'effectivement, les solutions open source, là-dedans, on prenne une part forte. Dans l'IoT, pareil. L'IoT embarqué et tout le edge, effectivement, c'est un secteur qui est en plein boom et qui va embarquer de plus en plus d'open source. Et donc là, on a une croissance qui est presque 20%. Donc pareil, c'est des croissances à 20% des besoins en open source dans ce segment de marché. Donc c'est pareil, c'est des secteurs qui sont très très forts. Il y a même type de croissance, même type de... c'est basé sur les solutions open source, même type de croissance de l'ordre de 20%. On cite à chaque fois, vous verrez on cite des entreprises référentes dans ce secteur-là qui embarquent effectivement des solutions open source. Ce n'est pas exhaustif, mais ça apparaît. Dans la cybersécurité, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a aussi une croissance qui est forte des compétences open source attendues, de l'ordre de 15%. Et puis, dans les telcos, un peu plus faible, mais qui est en devenir. Le volume est encore plus faible dans les telcos, puisqu'on part de beaucoup plus loin. Mais il y a cette amorce-là. Voilà. Et dans le SaaS, on voit qu'effectivement, on va passer de 140, on va multiplier par 2 quasiment le volume d'activité qui est fait dans cette activité, essentiellement par les éditeurs open source. Voilà. Donc, juste pour une conclusion là-dessus, c'est que le SaaS devient majoritaire pour les éditeurs. La croissance de l'open source va être tirée par ces segments de marché. Et pour que cette croissance soit au rendez-vous, on l'a dit, il va falloir former vraiment. La plupart des ingénieurs qui vont sortir auront une connaissance ou pas de l'open source.
pour aller dans ces segments-là, il y aura une nécessité de formation complémentaire qui va être importante à opérer pour les entreprises. Et il va falloir qu'on trouve des solutions pour recruter le volume qu'il faut pour assurer cette croissance. Ouais. Maintenant, on va parler avec la clé. Voilà, donc au niveau européen, on a un chiffre que je vais un petit peu commenter, plus que les autres. C'est finalement les grandes masses avec les 3 grands pays qui dominent, je dirais, l'économie européenne, mais qui dominent aussi de ce fait en termes de marché, de taille de marché pour l'open source. Donc la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Bon, le premier enseignement sur ce diagramme, c'est que la France reste leader. Le deuxième enseignement, c'est qu'on est leader, mais on est relativement proche quand même de ces deux autres pays. Alors après, on va voir dans un slide suivant qu'il y a des spécificités dans la façon dont les marchés se sont développés dans ces trois pays. Par ailleurs, l'étude a également fait ressortir des chiffres pour l'Europe. Alors malheureusement, on n'a pas toute l'Union européenne, on n'a que l'Europe de l'Ouest, mais qui représente quand même un poids économique prépondérant dans l'économie européenne. Donc l'Europe de l'Ouest représente 26 milliards d'euros de marché, de chiffre d'affaires pour l'open source. Alors le Royaume-Uni, est-ce qu'on le compte dedans, est-ce que on le compte pas? Ça c'est toujours tout dépend du point de vue qu'on peut avoir. C'est évident que l'Union européenne est quand même un cadre aussi où c'est intéressant d'avoir des chiffres. Donc on n'a pas les chiffres exacts, mais si on enlève le Royaume-Uni et qu'on extrapole, on va se retrouver avec 25 à 30 milliards d'euros sur l'ensemble de l'Europe si on intègre les pays de l'Europe de l'Est qui ne sont pas comptés. Voilà, pardon, c'est pas le bon. Alors après, donc vous avez les chiffres précis qui redisent ce que je viens de dire. Et après, on peut se poser la question, effectivement, quelles sont les spécificités de chacun des pays sur lesquels on est capable d'avoir un regard. Donc c'est des pays, évidemment, qui sont a priori les plus développés en termes de taille de marché et d'adoption de l'open source. La France, comme on l'a dit, est le leader. On a vu les chiffres en détail. On peut se poser les questions de quels sont les facteurs qui ont permis à la France d'être numéro 1 et de maintenir cette place encore jusqu'à présent et encore dans les prévisions. Probablement des politiques publiques plus ou moins incitatives, mais en tout cas depuis 20 ans, il y a eu une série de décisions, d'encouragement, de lois, de règlements, de création de structures administratives qui ont encouragé l'adoption du logiciel libre au sein du secteur public et par effet de réseau qui ont également permis cette adoption dans l'ensemble de l'économie du secteur, et notamment du secteur privé. Donc on peut citer comme un événement important, l'avant-dernier événement important, c'était probablement le vote de la loi Le Maire, la loi République numérique en 2016, qui prévoyait un encouragement des administrations pour l'utilisation des logiciels libres, mais qui n'avait pas été suivi d'une mise en place réellement opérationnelle. Et en 2021, donc il y a eu, après 5 ans de réflexion, la création d'un plan d'action logiciel libre et commun numérique avec une équipe dédiée au sein d'Etalab. Et donc, c'est peut-être un nouveau départ aussi, ou en tout cas une relance de cette dynamique de progression du logiciel libre dans l'administration française. Mais comme on va le voir sur les autres pays, la France n'est pas isolée dans cette approche. Donc l'Allemagne, qui est, de par sa puissance économique, aussi évidemment, et aussi les talents de ces entreprises, les talents de ces développeurs, un acteur du logiciel libre incontournable, n'avait pas jusqu'à il y a un an ou deux, de politique résolue sur l'incitation notamment du secteur public à utiliser du logiciel libre. Ça a changé avec l'arrivée de la nouvelle coalition au pouvoir il y a un an, si je ne m'abuse, avec un focus assez fort sur la souveraineté numérique et avec la mise en place de financements dédiés pour des projets, par exemple le projet du Sovereign Cloud, si je ne m'abuse. Enfin, en tout cas, un projet de technologie pour un cloud souverain.
Donc on peut passer peut-être à un pays suivant. Le Royaume-Uni est évidemment un peu à part, notamment par rapport à l'Union européenne. Il y a eu des actions au niveau de certains gouvernements, y compris il y a déjà plus de 10-15 ans, mais elles restent limitées. Et ce n'est que maintenant qu'on sent que le secteur public va se tourner à nouveau vers le logiciel libre. Bon, par ailleurs, il y a un marché assurément d'open source au Royaume-Uni, mais c'est aussi un marché du fait des liens qu'il peut y avoir entre le Royaume-Uni et les États-Unis, qui est aussi un marché qui est dominé par des acteurs américains. Alors l'Italie, après on passe à des pays qui sont peut-être moins importants, mais qui est intéressant de regarder, qui sont souvent proches de chez nous, et qui, comme je disais, peut-être que je ne l'ai pas dit, mais j'ai évoqué l'APEL au début, l'Association professionnelle européenne du logiciel libre. Donc tous ces pays, ou presque, sont des pays dans lesquels on a identifié des associations nationales qui sont membres de l'APEL et qui sont capables de donner un regard local, d'avoir vraiment de donner leur propre analyse de la situation dans leur pays. Donc l'Italie, il y a eu des lois, mais des lois qui ont été relativement peu suivies des faits. Création d'agences, donc on retrouve un peu la même histoire dans chacun de ces pays, mais avec parfois des différences dans la façon dont la loi ou les décisions politiques sont réellement appliquées. Et c'est un peu tout l'enjeu d'arriver à faire en sorte que la démarche aille jusqu'au bout et ne soit pas arrêtée par des lourdeurs, des lenteurs, des inerties. Voilà, l'Espagne aussi, beaucoup d'initiatives à tous les niveaux de l'administration, mais pas forcément encore très coordonnées. Ouais, pardon. Ah oui, excusez-moi, j'ai deux écrans en même temps. La Finlande, on a notre ami finlandais Timo qui est who's the representative of the Finnish Open Source Business Association. Donc c'est un pays de premier plan pour l'open source avec un effort important des administrations publiques, mais évidemment, comme la Finlande n'est pas un pays aussi important par sa taille que ceux qui étaient en début de classement, en termes de volume global, ça reste plus modeste. Voilà, et on a aussi le Portugal, qui est, par exemple, qui a été le premier pays européen à se doter d'une loi sur l'utilisation de l'open source dans les services publics, similaire, je dirais, par exemple, à la loi Le Maire en France, et avec des agences, etc. Donc on retrouve un peu les mêmes principes. Et puis finalement, toujours pareil, je m'en mêle les pinceaux, excusez-moi, mais l'Union européenne, qui, à l'exception évidemment du Royaume-Uni, est là aussi pour coordonner les politiques des différents États membres. Il y a eu des actions importantes. La déclaration de Strasbourg, par exemple, qui date de cette année, où l'ensemble des 27 ministres de la fonction publique, donc des États membres, plus la Commission européenne, se sont mis d'accord pour un texte qui encourage fortement à l'utilisation des logiciels libres au sein des administrations, en détaillant des mesures incitatives, des mesures aussi sur le recrutement, la formation, etc. etc. Et au sein de l'informatique interne à la Commission, il y a aussi un plan qui a été publié en 2020 et qui est aussi extrêmement favorable au logiciel libre. Donc après, ce sont des plans qui se restreignent à l'administration. Donc l'administration a un rôle de locomotive, a un rôle d'exemple aussi, qui est important et qu'il faut souligner. Mais il manque peut-être aussi des politiques industrielles pour encourager le développement de notre filière. Ça va être un peu ma conclusion. Donc voilà, c'est ma conclusion. Ça me permet de rebondir sur ce dernier point, Stéphane, c'est que, comme tu l'as souligné, il faut l'open source s'européanise, donc devient européen. Je pense qu'il est important aussi que l'open source devienne européenne avec des acteurs européens, des acteurs industriels, des fondations européennes. Et là, on peut citer, je pense que le travail que fait Marc, notamment pour Smile, effectivement, c'est de monter une entreprise soit d'ADN européenne, avec des entreprises européennes qui construisent un groupe européen d'open source. Mais je pense que ce travail-là est fait aussi par les fondations, comme Eclipse ou comme OW2. Il faut qu'il soit renforcé, il faut que ces fondations soient soutenues, parce qu'il est important que, si on veut à terme avoir un open source européen qui puisse s'appuyer sur des composants, des socles technologiques qui soient maintenus, supportés, développés par ces types de fondations et de communautés technologiques. Donc,
C'est là l'enjeu, c'est un des enjeux. Je sais pas, Marc, si tu veux rajouter un point sur la Oui, stratégie. tu as fait un bon teasing pour la conf qu'on va faire cet après-midi, donc je vous invite tous, si vous voulez en parler, un Voilà. peu d'Europe. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des mouvements, enfin on voit déjà que c'est pas toujours que la France est en avance de phase sur certains marchés, et depuis des années, c'est le cas, et on maintient le cap. On voit également que, comme tu l'as dit Stéphane, des acteurs, enfin les pays européens suivent le pas et sont aussi très férus d'open source. Moi, je dirais aussi que on a eu quand même les élections de Trump et puis le Covid qui ont fait aussi une volonté au niveau européen d'avoir un particularisme, une certaine liberté, et je pense que c'est l'open source peut apporter, alors peut-être pas tout, mais en tout cas une vraie solution. Et l'idée, effectivement, c'est de construire des établissements, des entreprises capables de proposer à des clients, à des administrations, des solutions open source avec tout ce qui va autour suffisamment robustes pour qu'elles puissent avoir le choix de faire autre chose que de passer par des solutions propriétaires ou pas forcément souveraines. Voilà. Donc ça, je pense que c'est un axe fort et qui s'est accéléré sur les dernières années. Oui, la notion de souveraineté numérique, c'est quand même quelque chose de relativement récent, en tout cas dans un débat de non-spécialistes, peut-être de 2-3 ans, même pas. Et c'est certainement un des nouveaux moteurs pour la progression et l'acceptation de l'open source. Il y a des sujets qu'on évoque depuis beaucoup plus longtemps, par exemple la notion d'interopérabilité qui est en fait un prérequis presque pour la souveraineté. L'interopérabilité, c'est ce qui va permettre d'échanger un composant d'un système informatique pour un autre sans tout casser et en gardant des protocoles de communication, d'échange de données, etc. Et donc la souveraineté, elle s'obtient aussi en ayant des logiciels qui sont interopérables, qu'on peut changer. C'est aussi en ayant une réversibilité. Donc j'ai pris un logiciel auprès d'un prestataire ou d'un éditeur. Eh bien, si cet éditeur ne me convient plus ou si je décide à un moment donné d'en changer pour une raison X ou Y, avec le logiciel libre, cette possibilité est beaucoup plus importante par les contrats, les licences, etc., qui sont le fondement, le terreau du logiciel libre. Donc, on a ces différents avantages. Bon, on a parlé de la formation qui a un besoin indispensable. Alors moi, je vais donner mon expérience personnelle. Je donne des cours depuis la rentrée à l'EPITA sur le logiciel libre. C'est une expérience que j'avais envie de tenter. J'ai eu cette opportunité et c'est effectivement intéressant de voir que c'est un sujet qui intéresse, qui continue d'intéresser, y compris les jeunes générations. Et je voulais aussi signaler qu'en se baladant dans le salon, eh ben, on voit revenir. C'était moins le cas il y a quelques années, mais on voit revenir des étudiants qui semblent effectivement s'intéresser à nos problématiques. Donc il y a un avenir pour le logiciel libre, il y a un avenir pour les grands groupes, peut-être pas les grands groupes, mais les grosses PM, les ETI importantes, les ETI de grande taille et les grosses PME, les petites PME, les TPE, etc. L'important, c'est de continuer à développer cet écosystème et d'enlever toutes les barrières qui feraient que cet écosystème serait contraint finalement par des acteurs qui sont anticoncurrentiels et qui, en général, viennent plutôt de l'étranger. Alors Florence, on a encore 5 minutes pour quelques questions. 5 minutes, oui. Merci. Moi, c'est une question très simple. Où est-ce qu'on peut trouver votre rapport ? Enfin, merci beaucoup pour la présentation. Derrière. Alors, normalement, sur tous les sites donc, des 3 organisations qui sont derrière l'étude, le site de Marques, la 4e organisation, donc Numéum, Systématique et CNLL, vous trouverez en téléchargement l'étude. Merci beaucoup. Juste une petite précision pour les médias qu'on a conviés qui seraient dans la salle. N'hésitez pas aussi à vous rapprocher de l'agence de presse du salon, Amélie Deguerry, Justin.com, qui doit vous envoyer le communiqué de presse et le PDF. Elle doit être en train de le faire maintenant. Voilà. S'il y a d'autres points. Oui. Alors, déjà, les écoles, elles ne dépendent pas toutes de l'État. Hein. Il y a des écoles publiques, surtout dans les écoles d'ingénieurs, il y a des écoles publiques et des écoles qui dépendent
de la chambre de commerce, par exemple, ou des écoles privées. Alors, il y a un truc que personne, pas grand monde ne connaît, c'est qu'il y a une loi qui est passée en 2013, qui est la loi ESR, Enseignement supérieur et de la recherche, qui contient un article qui dit « Les services publics de l'éducation utilisent en priorité les logiciels libres ». Donc la loi, en 2013, ça fait presque 10 ans maintenant, a écrit, a tamponné « Il faut utiliser du logiciel libre ». Le résultat de cette loi n'a pas été immédiat, on va dire. Et tout le monde ne la connaît pas. Les gens, pendant le confinement, ont utilisé massivement Zoom, Teams, etc. pour faire des cours en distanciel. Mais on voit quand même que la création, par exemple au sein de l'éducation nationale, alors là c'est plus l'enseignement supérieur, c'est l'éducation nationale, mais d'un bureau dédié au logiciel libre, donc quelques personnes qui sont réellement responsables du développement du logiciel libre au sein du système éducatif, enfin du système scolaire français. Mais pareil, au sein de la recherche, avec le mouvement autour de la recherche ouverte, qui est très important et qui est fortement soutenu par le ministère de la Recherche. Bon, tout ça converge quand même vers une augmentation de l'utilisation des logiciels libres au sein à la fois comme outil d'enseignement et comme sujet d'enseignement. C'est peut-être ça aussi, peut-être ce qui manque encore un peu, c'est d'enseigner le logiciel libre à des jeunes ingénieurs ou d'autres profils qui ne débarquent pas dans nos entreprises en disant « mais c'est quoi ce truc ?» Voilà. D'enseigner le logiciel tout court, parce qu'en fait, effectivement, en enseignant le logiciel, ça serait bien que naturellement, on enseigne le logiciel libre. Notre étude, effectivement, on est sur des sujets qui sont extrêmement difficiles à quantifier. Notre étude, a priori, ne traite pas spécifiquement ce cas-là. Par contre, il y a une série d'études qui datent, pour certaines, d'il y a plus de 10 ans, qui disent toutes, l'immense majorité des logiciels propriétaires aujourd'hui, et ça fait 10 ans que c'est dit, contiennent du logiciel libre, et souvent en contiennent de manière très significative. Donc finalement, l'open source ou le logiciel libre, c'est devenu les briques fondamentales sur lesquelles toute la valeur ajoutée de l'édition logicielle se fait. Mais ça reste difficile à quantifier, effectivement. Et en termes d'emploi, il y a aussi cette idée d'une étude de la Commission européenne qui est parue l'an dernier et qui dit que pour un emploi créé, 1 euro investi dans le logiciel libre, on a entre 4 et 10 euros de retour sur investissement en termes de PIB, d'emploi, etc., etc. Donc il y a un effet d'entraînement qu'il ne faut pas négliger non plus. Ouais, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, ce qu'on voit là, ce qu'on présente là dans l'étude, c'est en fait la partie immergée. Et la partie immergée des revenus qui sont générés par l'open source. Et effectivement, ça dessert un peu notre filière parce qu'on est embarqué dans beaucoup de solutions et ça le dessert aussi parce que la particularité du logiciel libre et de l'open source, c'est que les utilisateurs, les grandes entreprises produisent du logiciel libre, produisent des socles et c'est difficile à quantifier aussi. Et donc, parfois elles prestent ou elles font appel à des sociétés de services ou à des offreurs purs open source, mais parfois elles le font par leurs propres moyens. Et d'ailleurs, on dit souvent entre nous en plaisantant qu'on peut être concurrent entre les offreurs et les grands utilisateurs là-dessus, parce qu'on fait appel aux mêmes compétences. Donc, l'étude, là, telle qu'on la voit, les 6 milliards, en fait, pour moi, c'est une partie immergée de ce que représente effectivement l'open source. C'est la question, oui. Dernière question. Vous avez démontré qu'en fait, il y a une formidable opportunité du SaaS par rapport au modèle open source, mais est-ce que c'est pas également un risque? Parce qu'en fait, C'est ce que oui. on parle de licence et potentiellement moins d'intérêt. Pour moi, en fait, c'est deux sujets qui n'ont rien à voir. Ça, c'est une manière de consommer, mais vous pouvez très bien consommer de l'open source en SaaS, comme vous pouvez consommer de l'open source en on-premise. Pour moi, il n'y a pas de grand différentiel. Le sous-jacent de l'intérêt de l'open source, c'est d'avoir une communauté, d'être interopérable, d'être innovant et de pouvoir avoir un centre de standards.
Ça fonctionne si vous avez une solution SaaS ou si vous avez une solution on-premise. Pour moi, il n'y a pas de vraie différence. C'est juste la manière dont on va consommer les choses. Et d'ailleurs, de plus en plus, quand on intègre un projet, on ne va pas faire une solution SaaS, on va faire N solutions SaaS, on va faire des mix entre du PaaS, du IaaS, du SaaS, de l'on-premise, et c'est ça qui va faire le projet global. Et l'intérêt pour moi de l'open source là derrière, c'est l'interopérabilité, c'est l'innovation, c'est la pérennité, c'est la sécurité. Et que ce soit, entre guillemets, commercialisé par le software vendor, enfin par l'éditeur en mode SaaS ou en mode on-premise, finalement, l'open source sera toujours utile dans le sujet. Et pour rebondir sur la partie GAFAM, à partir du moment où les GAFAM vont intégrer des composants logiciels open source dans leur offre, l'open source va se développer. Je dirais que c'est un virus positif, l'open source. Donc en fait, si on va dans les GAFAM et que l'open source se déploie et innove, tant mieux. Tant mieux. Par contre, il faudra bien s'en souvenir et savoir que quand on manipule des outils, il y a une grosse partie d'open source au quotidien. Donc pour moi, il ne faut pas opposer le mode SaaS et le mode open source. C'est deux sujets finalement qui sont séparés. D'ailleurs, en notre teasing, je vous invite à assister à la plénière d'ouverture de la thématique Tech et Solutions par Yann Léchel, qui portera notamment sur cette monétisation dans le cadre du SaaS, de toutes les technos open source. Donc c'est un sujet qui est vraiment d'actualité et qui se pose à la fois aux éditeurs, aux intégrateurs et aux clients. Donc voilà. C'est bon ? Oui, je suis désolée, mais merci beaucoup. On vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Je vous invite à peut-être prendre une petite pause.